Bonsoir à tous. Nouvel événement du coup sur le thème des signaux ce soir, donc plutôt partie growth du RevOps, avec 3 invités de marque qui se présenteront tout à l'heure. Et du coup en partenariat avec Sillage et Full & Rich. On a la chance d'avoir deux partenaires ce soir. On va commencer la soirée un peu comme d'habitude avec une petite intro sur le Business Apps Network pour ceux qui ne nous connaissent pas. Il y en a toujours quelques-uns. Ensuite, on fera une petite intro Sillage sur les signaux, petite intro Full & Rich. Ensuite, on aura du coup globalement la partie speaker, ça va être à peu près 1 heure sur du coup les 3 intervenants. Et après, comme d'habitude, une petite partie questions et l'apéro networking pour parler du RevOps ou de vos week-ends et se faire plein d'amis. On est une communauté de 2900 membres maintenant. On en a pas mal de nouveaux membres tous les mois, 70 en moyenne, donc ça bouge quand même pas mal, sachant que nous, on en sort aussi quelques-uns de temps en temps. Donc c'est vraiment une communauté qui est assez active autour du revenu business de manière générale, donc avec un peu tous les topics, que ce soit finance, sales, growth, marketing, product, et voilà, une vraie communauté d'entraide sur tous ces sujets-là, une vraie mine d'or aussi pour ceux qui ont des questions. On a 50 personnes qui sont actives tous les mois, que ce soit pour lire ou pour écrire. Donc, merci beaucoup à vous de rendre cette communauté si active. Et on a plus de 500 personnes qui postent tous les jours, sachant que 90% des messages sont envoyés en privé, VS les channels publics que vous connaissez tous. Donc, petit message pour vous dire que n'ayez pas peur de poster vos questions en public sur des channels communs parce qu'en fait, ça aide tout le monde. Et plus on a de questions en public, plus ça fait vivre la communauté et plus les gens vont se dire « Ah bah moi aussi, je vais poser mes questions, etc. » Et le but, c'est que la communauté soit encore plus une communauté d'entraide. Donc, n'hésitez vraiment pas à poster vos messages en public. Et aussi, petit point sur les offres ouvertes. Le channel Job and Profile, c'est le channel le plus lu de la communauté. Si tu peux passer la slide. Et on a Chloé, qui est ambassadrice de la commu, qui nous a fait un super outil avec Dust pour recenser toutes les offres de jobs ouvertes. Donc, si vous allez sur le channel Jobs and Profile, vous allez dans Recherche++, et là, vous avez le job listing qui est fait par Dust, qui est mis à jour automatiquement en fonction de est-ce que les postes sont toujours ouverts ou pas. Vous pouvez filtrer par localisation, par type de poste, est-ce que c'est du CDI, du freelance, du stage, etc. Et voilà, donc si vous avez besoin, ne regardez pas que le channel, vous avez aussi cet outil-là qui est très bien fait. Et deuxième petit message, sur le partenariat qu'on a avec Engage cette année. Pour ceux qui étaient au Revenu Connect de fin 2024, c'est un gros événement qui est sur le même style, mais cette fois avec Engage qui est sur le CS Ops de base. Et on a du coup des intervenants du Business Ops qui vont faire des interventions un peu plus du coup côté Revenu Ops. Le Business Ops sponsorise les tickets dans la limite de 75 places. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places si ce n'est pas encore fait et si le sujet du CS vous intéresse. Voilà, c'est tout pour moi. Et du coup, je passe la parole à Arnaud. Bonsoir à toutes et à tous, enchanté, je m'appelle Arnaud Weiss, je suis le cofondateur de Sillage. Sillage, ça fait 9 mois qu'on existe, donc on est tout jeune. On crée des signal agents, donc des agents qui vont traquer des signaux sur vos comptes clés, sur vos prospects. Donc on a 9 mois, on a déjà la chance d'avoir des super clients, dont Full & Rich qui sont ici. On bosse aussi avec Zama, avec Ubique, mais aussi avec Salesforce. C'est justement une statistique que je vais vous partager qui est sympathique. Je ne sais pas si tu peux juste passer. Super, merci beaucoup. C'est qu'on a mesuré, donc on a fait un test avec Salesforce. On a fait une session de prospection avec eux. Donc il y a eu plus de 50 commerciaux qui ont prospecté en utilisant nos signaux. Et donc ils ont eu 61% de conversion en plus sur leur call calling. C'est juste une illustration de voilà, l'impact qu'on va avoir. Bon, pas plus sur Sillage. Je suis ravi de faire cet événement avec Full & Rich et chez Exa ce soir, avec nos super intervenants. J'étais vraiment impressionné par ce qu'ils ont construit, aussi bien Briac que Simon, donc je suis sûr que ça va aussi vous intéresser. Et donc après, il y a notre équipe qui est derrière, là-bas, vous pouvez lever la main si vous voulez leur faire un coucou. Si vous avez des questions sur Sillage, ils sont là. Et c'est tout pour moi. Bonsoir, je m'appelle Frédéric, je suis le CMO de Full & Rich. J'espère que plusieurs d'entre vous seront familiers avec Full & Rich et vous connaissez sans doute notre produit principal qui est le Waterfall Enrichment, donc on fait de l'enrichissement en cascade. Mais aujourd'hui, Full & Rich, on fait beaucoup plus que ça.
Et de la manière dont on se perçoit nous-mêmes, c'est d'être vraiment une infrastructure de données qui vous permet, vous, les RevOps, de ne pas vous embêter à essayer de comprendre comment on fait, qu'on va trouver des emails ou numéros de téléphone, comment on va les vérifier, savoir quel provider il faut utiliser, dans quel pays, dans quelle région. Nous, on se positionne entre vous et les sources de données, de manière à ce que vous puissiez vous concentrer à faire ce pourquoi vous êtes brillant, c'est-à-dire tous les produits, les apps en interne pour vos sales, pour votre marketing. Et on a aussi une bonne partie de l'équipe de Full & Rich ici, puisqu'on a à peu près un tiers de l'équipe qui est à Paris. Donc si vous avez des questions après, n'hésitez pas, ils sont un petit peu partout disséminés. Donc voilà, donc je ne vais pas vous faire l'article tellement plus longtemps. J'ai l'impression d'être le truc qui vous sépare du contenu pour lequel vous êtes venu. Donc je vais minimiser mon temps de parole. En revanche, je vais vous passer la main à Simon, qui est notre RevOps en interne à Full & Rich, pour vous parler de ce qu'il a construit en utilisant Full & Rich, en utilisant Sillage et d'autres produits. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Donc avant de vous expliquer un peu ce que j'ai fait, je vais rapidement vous présenter comment on fonctionne à Full & Rich. Donc, comme l'a dit Fred, on est une boîte qui fait de l'enrichissement de données pour le go-to-market. Donc on a une motion principale, c'est sur le PLG. Donc on reçoit à peu près 8000 leads par mois via des sign-up. Et on a une partie de ces leads qui sont traités via les sales, en mode sales assisted. Et jusqu'à présent, on avait deux problèmes qui sont plutôt des bons problèmes. Le premier, c'est qu'on a une base de clients aujourd'hui d'à peu près plus de 3000 clients. Et on remarquait que ces clients s'upsellaient petit à petit, donc ils grossissaient petit à petit. Et donc on se disait qu'il y avait peut-être une poche de valeur non exploitée, ou en tout cas sous-exploitée. Donc c'est pour ça que les signaux internes, internal intents, étaient intéressants pour nous via le produit, via le billing. Ensuite, deuxième chose, comme vous avez compris, donc l'équipe de sales, eux, font majoritairement, ils sont sur de l'inbound, à 90% sur de l'inbound. Et donc pour grossir, il nous fallait développer la partie outbound. Et donc pour ça, une première approche qui nous semblait intéressante, c'était de passer via les signaux externes, comme via les données LinkedIn, les levées de fonds, etc. Donc voici un peu le pourquoi on a choisi de passer par les signaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a dû commencer par mettre en place l'architecture data. Donc il y avait pas mal de travail à faire à ce niveau-là. L'idée, l'objectif numéro 1, c'était quoi? C'était d'avoir un maximum de contexte dans notre data warehouse, d'avoir un maximum de données pour qu'ensuite les signaux soient le plus exploitables possible. Que d'abord on puisse identifier quels sont les bons signaux et ensuite qu'on puisse les actionner. Donc ça s'est passé en 3 étapes. Quelque chose d'assez classique, d'intégrer tous nos flux de données dans la warehouse. Donc, tous nos outils externes, via API, on a des flux de données qui nous envoient les données dans la warehouse. Et comme ça, on a tout centralisé dans la warehouse. La deuxième chose, c'est d'utiliser Full & Rich en interne. Donc, on est les premiers clients de notre propre produit. On va utiliser Full & Rich pour 2 choses. La première, c'est le reverse enrichment. Donc, ça nous permet d'identifier quelles sont les personnes qui font des sign-up. Parce que je vous ai dit, on fait à peu près 8000, on reçoit à peu près 8000 sign-up par mois. Et là-dedans, la moitié sont des sign-up avec des adresses mail perso, donc des Gmail, des Yahoo, tout ce que vous voulez. Et là-dessus, utiliser le reverse enrichment nous permet d'identifier quelles sont les vraies personnes qui ont fait des sign-up. Par exemple, un sign-up avec un Gmail, on va comprendre que c'est une directrice marketing d'une boîte qui nous intéresse. Donc pour nous, ça a beaucoup de valeur de faire ça. Et la deuxième chose, donc c'est encore en cours, mais c'est de réussir à avoir tout notre TAM dans la warehouse. Donc ça, c'est quoi? C'est avoir tous les contacts, avoir toutes les compagnies qui sont potentiellement des acheteurs, soit aujourd'hui, soit demain de Full & Rich. Et donc voilà, avoir un bon mapping de ça. Donc on a d'un côté tous nos outils avec toutes les données actuelles sur nos clients, nos prospects, et de l'autre, le TAM complet de tous nos potentiels clients et prospects. Et là-dessus, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter les données d'intent externe et notamment de sillage. Donc pour résumer un petit peu, donc on a tout notre TAM, donc tous nos contacts, toutes nos compagnies. Là-dessus, on a d'un côté tout ce qui est PLG. Donc PLG, on va le laisser comme ça parce que nous, ça nous intéresse pas pour les intents, on laisse le PLG. Et de l'autre côté, on a tous les contacts et toutes les compagnies qui vont être plutôt sales assisted et pour lesquelles on est content de mettre un sales en face. Donc
dans notre TAM, on le divise en deux parties. Une partie customer, une partie lead. La partie customer, on va aller chercher les intents internes pour chercher à faire de l'expansion, donc maximiser l'expansion. Et pour la partie lead, on va avoir nos intents externes et on va chercher à maximiser le newbies, chercher à faire plus de newbies. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, pour les intents internes, donc pour l'expansion, donc le sales est assez autonome. Donc on a créé nos intents avec tout ce qu'on a pu faire avant avec la warehouse, etc. Ça nous a permis d'identifier des patterns. Par exemple, de comprendre que des clients qui faisaient 7 paiements mensuels d'affilée sur un abonnement mensuel, c'était peut-être un bon signal pour dire « Ok, on peut changer cet abonnement-là en abonnement annuel et donc avoir un plus gros package ». De la même façon, des abonnements annuels qui ont au bout de quelques mois plus trop de crédit, c'est encore une fois un bon signal pour nous dire « Ok, peut-être que l'abonnement n'était pas assez dimensionné, peut-être qu'on peut vendre un abonnement plus élevé ». Et comme ça, on va avoir 6-7 signaux différents. On va bien les mapper, on va s'assurer que ça fonctionne et que les sales savent comment les utiliser. Et une fois ça, on va distribuer ces signaux aux sales de deux manières. La première, c'est via un channel Slack. Vous pouvez voir sur la gauche. Donc, le sales, c'est un channel public. Les sales sont tous dessus, les managers aussi. Et dès qu'il y a un nouveau signal pour un prospect ou pour un client, en l'occurrence, le sales est tagué. Il reçoit le type de signal concerné, le montant du dernier paiement réalisé. Comme ça, il peut prioriser ces différents signaux et il peut prioriser ses efforts. Et enfin, le lien sur le contact et la compagnie concernée. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il va aussi recevoir une tâche. Donc la tâche dans HubSpot qui va lui permettre lorsque tous les matins, il va faire la gestion de ses tâches. Donc il va recevoir tous les sign-up qu'il a reçus. Il va aussi avoir tous les talk to sales, parce qu'on a aussi une partie talk to sales qu'il peut avoir. Et additionnellement, en plus de ça, il va aussi avoir tous les intents. Donc, par exemple, ici, il va avoir un intent avec le contexte et le lien avec le contact et la compagnie. Et comme ça, à lui de prioriser entre les sign-up qu'il peut avoir, les talk to sales et les intents qui sont créés pour de l'expansion. Aujourd'hui, on a à peu près, pour les intents internes, on a à peu près 250 intents par mois. Ça représente environ 2 intents par sales par jour. C'est quelque chose de complètement gérable. Et les sales en sont plutôt très contents. Voilà. Ensuite, donc, concernant les intents externes qui, eux, vont servir à faire du newbies, on a pas mal itéré à ce sujet-là. Au début, on laissait les intents de la même façon, on laissait les sales se débrouiller. Ils avaient les intents et ils s'en débrouillaient. Le problème de ça, on s'est rendu compte que ce n'était pas actionnable et que pour Full & Reach, qui a des équipes de sales qui sont très tournées inbound, c'était pas actionnable, ça ne fitait pas les process qu'ils avaient. Et donc, on a changé. Aujourd'hui, on fonctionne avec des séquences complètement automatisées et le sales est mis uniquement lorsqu'il a de la valeur. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une réponse positive de la part du prospect, le sales, on le met à ce moment-là et c'est lui qui reprend la conversation. Donc, concrètement, comment le process fonctionne là-dessus? On a défini une séquence pour chaque signal. Donc c'est une séquence multi-canaux, donc email et LinkedIn. Et là-dessus, on envoie donc, cette séquence pour tous les contacts qui sont inclus dans ces signaux-là. Et comme je vous disais, le sales, lui, est uniquement une fois qu'il y a intervient uniquement une fois qu'il y a une réponse. Les signaux, nous, qui nous intéressent, pareil, encore une fois là-dessus, il faut pas mal itérer et ça dépend de chaque business. Nous, ce qui nous intéresse en premier, c'est les champions tracking. Ça, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne était cliente de Full & Reach, était la personne qui a payé à Full & Reach et qu'elle va changer de job au bout de 2-3 mois. Et ça peut être intéressant de lui envoyer un message pour lui reproposer de souscrire à Full & Reach dans sa nouvelle boîte. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est les persona hirings. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont été récemment embauchées et qui font partie de notre persona. Donc pour nous, ça va être tous les RevOps, tous les sales managers. Et donc concrètement, grâce à Sillage, dès qu'on voit une embauche qui est faite dans notre persona, et on peut le flaguer et on peut le savoir. Et donc il y a une séquence qui se déroule et qui envoie un message directement à la personne engagée.
troisième et quatrième chose, nous, qui nous intéresse beaucoup, c'est tous les engagements LinkedIn, parce qu'on fonctionne beaucoup avec un pool d'influenceurs et on est plutôt beaucoup présent sur LinkedIn. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toutes les réactions, les commentaires, les likes, les republications de certains posts. Et pareil, encore une fois, des mails automatiques dès qu'il y a une personne qui va commenter ou qui va répondre à un post. Et enfin, tout ce qui est brand mention, donc ça, c'est toutes les mentions de Full & Rich, et aussi toutes les mentions sur des keywords qui nous intéressent. Donc nous, c'est le monde de la data, donc data enrichment. Si vous faites un post et que vous mettez data enrichment, on le saura, et vous recevrez peut-être un email, un message. Et donc dans tout ça, qu'est-ce qu'on a appris? Donc c'est un projet qui a commencé il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, on en voit les fruits, on a dû pas mal itérer au début. Pour certains sujets. Donc ce qui est important, si je devais résumer, la première chose, c'est d'avoir un bon alignement entre les différentes équipes, donc entre les sales, marketing et RevOps, pour savoir quels sont les signaux qu'on va prioriser et comment on va, comment on va contacter chaque persona. La deuxième chose, c'est d'avoir conscience que ça prend du temps. Donc ça prend du temps de setup ça, mais surtout d'itérer. Et il faut accepter que c'est quelque chose qui itère et qui va être en perpétuelle évolution. Ensuite, voilà, pour les signaux internes, donc si vous avez une grosse base client qui fait de l'expansion, avoir une bonne data derrière, c'est important pour utiliser et maximiser l'utilisation de vos signaux internes. N'essayez pas de construire vos signaux externes vous-même. Les signaux aujourd'hui qui sont intéressants, je pense, c'est ceux qui sont autour de la sphère LinkedIn. Ça, c'est quand même assez complexe, je pense, à construire. Et surtout, les signaux externes sont en constante évolution. On ne sait pas dans 6 mois quel sera le signal qui sera vraiment intéressant. Donc c'est, je pense, plus malin d'avoir de ne pas chercher à construire ça en interne. Ça peut être un peu une usine à gaz. Et comme je vous disais, se fier le plus possible aux process existants, ne pas chercher à réinventer la roue, à réinventer de nouveaux process. Si vos équipes fonctionnent d'une manière, essayez de fitter le process intent le plus possible de ce qui fonctionne déjà. Et essayez peut-être de commencer avec 1 ou 2 sales, peut-être ceux qui sont le plus process driven, avant de partager ça sur toute l'équipe. Comme ça, vous aurez la preuve comme quoi ça fonctionne et ça sera plus facile de partager les résultats et les nouveaux process. C'est tout pour moi. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi, c'est Briag. Je travaille chez Tomorrow depuis 2 ans maintenant en tant que gross lead. Tomorrow, c'est une solution CLM, Contract Lifecycle Management. C'est un SaaS qui va permettre aux équipes juridiques de gérer tout leur parc contractuel et le cycle de vie d'un contrat. Actuellement, dans l'équipe grosse chez Tomorrow, on est 2, donc moi et Théo qui est ici, qui est gross engineer, qui a un grand rôle dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va servir plus d'une vingtaine de sales sur 2 marchés, la France et l'Allemagne. Avant de rentrer dans ce qu'on fait maintenant et ce qui fonctionne maintenant, je voulais vous montrer par quoi on est passé et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant. Problème, le premier truc, c'est qu'on récupérait beaucoup de signaux via des outils externes, mais qu'on les stockait jamais. Donc les signaux, c'est cool, ça nous permettait de faire des tasks de call pour les sales, où on mettait dans le body de la task « tu appelles parce que cette personne vient de rejoindre une entreprise ». Le problème, c'est qu'on ne les stockait pas, donc ça nous permettait jamais de les réutiliser plus tard, notamment dans un email ou dans un message LinkedIn. Deuxième chose, c'est qu'on ne filtrait pas les signaux. On achetait des providers qui nous envoyaient des signaux, on était très content de les setup une fois, après on ne filtrait pas la qualité du signal, la qualité du contact en sortie, et on envoyait de la masse à nos commerciaux, ce qui ne les aidait pas vraiment à convertir. Ce qui faisait que tous les contacts étaient traités pareil, et à l'origine, on les traitait que via un seul canal, le call. On a une ADN très call-call chez Tomorrow, ce qui est très cool. Ça veut dire qu'on ne force pas les sales à call, ils savent très bien le faire eux-mêmes. Le problème, c'est qu'un signal, ça peut s'activer de plein d'autres manières, et je vais vous en parler juste après. Le gros problème en activant que avec les calls, c'est que si on leur donne qu'une task ou très peu d'infos, c'est très compliqué pour un sales d'utiliser un signal et de l'activer réellement en call. Quand c'est dans une task, dans le CRM, mais qu'il y a 20 onglets ouverts et qu'il y a une call session où tu te fais marcher dessus par ton team lead, c'est pas si évident d'aller chercher le bon signal et de citer la bonne information à un prospect en call.
Donc globalement, ce que ça donnait, c'est qu'on avait des tasks de call qui étaient poussées aux sales, mais ce n'était pas très suffisant pour eux. On ne les activait pas par email ni par LinkedIn. Le signal devenait un peu une info morte dans le CRM, et encore, on ne le stockait pas. On payait du coup des outils, et on ne les optimisait pas vraiment. Et le plus important, c'est que ça n'avait aucun impact sur les taux de conversion côté prospection. Voilà, ça c'est l'état des lieux. Il est très dramatique, mais on a commencé comme ça, et en 2 ans, on a pas mal évolué. Du coup, on peut passer à la suite. Architecture actuelle, première chose, Simon l'a très bien dit, mais c'est primordial. Peu importe le nombre de providers que vous avez ou comment vous traquez vos signaux, le plus important, c'est de les stocker. Ils vont vous servir tout au long du cycle de la prospection. Et je vais vous montrer après comment nous, on va utiliser un signal stocké bien plus tard dans le cycle de prospection, même si un contact est disqualifié et qu'on va le reprospecter 1 an après. Tous les signaux qu'on va stocker chez Tomorrow, on les stocke sur Supabase, qui est une database très cool pour des grosses, selon moi. On pourra en parler si vous voulez rentrer dans le détail, mais il y a des BigQuery qui fonctionnent très bien aussi. Et du coup, ces signaux qu'on va stocker là, peu importe ce qu'on va faire avec un contact, qu'on assigne un contact via un signal ou qu'un sales s'assigne un contact parce qu'il a envie de le prospecter, on va faire passer toutes ces informations-là dans une contexte API, qui est une API interne qu'on a construite et qui va venir compiler toutes les informations qu'on a sur un contact et son entreprise dans le but d'activer les signaux qu'on a maintenant ou qu'on aurait récupérés dans le passé. Et du coup, vient la 3e brique, où cette contexte API, le résultat, on va le passer dans des prompts ou des agents. Et l'objectif, c'est d'utiliser ce qui est en sortie de cette contexte API pour activer les canaux pour activer les signaux via 3 canaux. 3 canaux qui sont les calls, LinkedIn et l'email. Donc ça, c'est notre structure actuelle. L'objectif, c'était d'avoir une couche entre le signal et le sales pour agréger non seulement le signal, mais aussi tout ce qu'on sait sur un contact et son entreprise pour avoir une méthode d'activation du signal la plus complète possible. Petit point sur la contexte API. Elle contient 6 grandes briques de données. La première, c'est sur les contacts. Ça, c'est toutes les informations classiques que vous pouvez récupérer sur LinkedIn la plupart du temps. Il y a quelques data points qu'on vient définir via de l'IA. C'est celle où je vous ai mis des petites astérix en face. Ça, c'est assez classique. Je pense que tout le monde a ça et récupère ça. Nous, on a pris le parti de définir la seniorité, le département et la catégorie du contact via l'IA, mais on peut très bien le faire via d'autres moyens. Deuxième bloc, c'est les entreprises. L'entreprise du contact, son site, son domaine, son industrie, ses spécialités, etc. Tout est bon à prendre pour activer un signal sur tous les canaux. Vous verrez après comment on va utiliser ces informations-là pour soit générer des emails, soit générer des messages LinkedIn, soit aider le sales à être bon dans sa prospection en call. Ensuite, on va passer à la brique Insight. Donc, une fois qu'on a toutes les informations de contact, on va aussi récupérer toutes les informations sur les insights du contact. Est-ce qu'il a changé d'entreprise récemment ? Est-ce qu'il a eu une promotion ? Est-ce que c'est un ancien champion ? Simon l'a très bien expliqué, ancien client qui a rejoint une nouvelle boîte. Est-ce qu'il a déjà fait des actions marketing, participé à un webinaire, téléchargé un e-book, je ne sais pas, visiter notre site? Est-ce qu'il a déjà eu des activités LinkedIn qui nous intéressent? Cluster traque très bien ces signaux-là, par exemple. Quelle est la description de son job actif sur LinkedIn? À l'intérieur, c'est une mine d'or. Les gens ils décrivent leur job avec leur succès, leurs galères, les projets sur lesquels ils ont travaillé. Nous, on l'utilise beaucoup chez Tomorrow. Ensuite, on fait la même chose avec les insights côté contact. On fait la même chose côté entreprise, où là, on va essayer de voir si la boîte elle a déjà acheté d'autres entreprises, des acquisitions, est-ce qu'elle a levé des fonds, etc. etc. Bref, plein d'informations, notamment définies par l'IA. Est-ce qu'il y a des news externes? On va faire une search des business news sur la boîte pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants à gratter qui pourraient devenir le contexte d'un futur call ou d'un email ou d'un message LinkedIn. Voilà, et puis ensuite, chose qui est très intéressante et qu'on fait chez Tomorrow, c'est qu'on vient récupérer et agréger tout l'historique commercial du prospect. S'il a déjà été prospecté dans le passé, on va récupérer tous les calls, le volume de calls, tous les meetings et les volumes de meetings et tous les emails. Et de ça, on va en extraire des facts. Bon, ça, c'est un nom interne, mais les facts, c'est est-ce que la personne, elle connaît Tomorrow? Est-ce que via un transcript de call ou d'un email, on arrive à se rendre compte qu'elle connaît déjà Tomorrow? Est-ce qu'elle l'a déjà utilisé dans le passé dans une autre boîte? Est-ce qu'elle a déjà consulté nos concurrents? Est-ce qu'elle cite le nom de nos concurrents dans des calls ou dans des meetings? Quoi d'autre? Quels sont ses pains? Est-ce qu'elle parle de problèmes qu'elle rencontre au quotidien avec son parc contractuel ou sa volumétrie de contrats? Est-ce qu'elle va citer des typologies de contrats? Nous, ça nous intéresse. Enfin bref, voilà. Et le dernier brique, c'est les collègues et les relations. Pourquoi? Parce que quand on va activer un signal, si ce n'est pas la bonne personne, on a envie de le savoir en amont. On a envie de donner aux sales les clés pour qu'ils puissent rebondir. Donc on va mapper tous les décisionnaires de l'entreprise, les décisionnaires du département du sales, donc en l'occurrence légal chez nous,
son management, qui est son responsable, pour pouvoir escalader si besoin, quels sont ses autres collègues importants dans d'autres départements, et avec Cluster, qui est un top outil, on va essayer de mapper d'autres contacts qui sont ailleurs dans le space, mais qui pourraient nous introduire à notre contact en question. Donc c'était un peu long, mais ça c'est toutes les datas qu'on agrège côté contact et leur entreprise pour nous aider à activer les signaux au mieux. Première activation, c'est les calls. On a un système de call opener, donc la Context API, on la trigger, elle nous donne toutes les informations sur le contact et son entreprise. Premier use case, on va générer des call openers. Les call openers, c'est ce qui va aider un sales à être assez réactif et avoir le bon pitch quand un prospect décroche. Je vous ai mis un exemple où avant, un sales chez Tomorrow, quand je suis arrivé, il avait un pitch assez linéaire qui fonctionnait mais qui n'est pas suffisant quand on veut faire de la masse et qu'on veut utiliser vraiment les signaux pour augmenter ses taux de conversion. Donc bonjour Julie, je vous appelle au sujet de Tomorrow, j'ai vu que vous étiez tatata sur LinkedIn, donc assez basique. Aujourd'hui chez Tomorrow, on utilise un outil qui s'appelle Minari, je vous ai mis un screen un peu dégueu. Minari, c'est un outil qui permet d'appeler 3, 4, 5 prospects en même temps et quand ça décroche, ça affiche la fiche du prospect. Nous, ça nous permet d'optimiser nos call sessions en faisant gagner du temps aux sales et en augmentant ses taux de connexion en moins de temps. Mais le problème, c'est que pour un sales, il ne sait jamais qui va décrocher et ce qu'il va pouvoir dire au téléphone quand la personne décroche. Donc nous, ce qu'on a mis directement dans Minari, c'est un call opener. Donc là, je l'ai fait tourner, par exemple, je vous ai fait un exemple assez concret sur Julie Huchet, qui est directrice juridique chez Picard. Picard, ça peut parler à certains d'entre vous. Et du coup, on va générer des call openers. Exemple de call opener avec Julie, on sait qu'elle utilise Legisway, qui est un de nos concurrents, et que le contrat se termine bientôt. Comment ? Parce qu'on l'a récupéré dans un call passé où elle nous a déjà dit qu'elle utilisait Legisway, et elle nous avait donné la date de fin de contrat avec Legisway. Deuxième chose, elle recrute activement 2 juristes. Ça, c'est une info qu'on a récupérée via un signal. Picard a publié 2 offres de recrutement de juristes, droit social et droit je ne sais plus quoi. Et enfin, elle a déjà utilisé Tomorrow en tant que co-contractante. Ça, c'est pareil, c'est un fact qu'on a extrait d'un mail ou d'un meeting, je ne sais plus. Tout ça pour dire que quand Julie va décrocher alors qu'il y avait 40 contacts qui tournaient en même temps sous les yeux du sales, le sales va pouvoir se focus sur les call openers et dire « Julie, je vous appelle, vous arrivez à la fin de vos contrats avec Legisway, vous recrutez 2 juristes, ça ressemble à un moment charnière ou ça semble être le bon moment pour qu'on parle de gestion de contrat et d'outils de gestion de contrat. » Voilà, donc ça c'était pour le use case call opener. On va passer maintenant au use case LinkedIn ou email. Donc là, je vous ai mis un petit GIF, c'est notre app interne avec lequel on teste la copie avec Théo avant de mettre ça en live, en prod pour les sales. Donc chez Tomorrow, tout ce qui est LinkedIn et email est généré et envoyé automatiquement sans étapes de validation du côté sales. Pourquoi ? Parce que grâce à notre Context API, on est assez confiant dans les datas qu'on a compilées sur le contact et son entreprise, et du coup on est assez confiant dans les emails et dans les messages LinkedIn qu'on est capable d'envoyer aux prospects. Et donc là, j'ai remis Julie dans la machine, et du coup on a généré un message LinkedIn, pour exemple, et on voit que ça a réutilisé les informations qu'on a sur Julie, notamment le fait qu'elle utilise Legisway, et ça a aussi cité d'autres informations qu'on avait pu récupérer en call dans le passé, notamment qu'elle avait parlé à Julien, qui est un de nos sales chez Tomorrow il y a quelques mois. Voilà, donc ça c'est pour la partie activation LinkedIn et email, mais la source est toujours la même, c'est notre Context API, et ce qui en sort, ça nous permet d'activer les signaux et de multiplier les use cases d'activation. Pour résumer, on active 3 canaux via les signaux. Les calls avec des call openers, ça c'est côté sales. Le contexte il est injecté avant l'appel et le sales choisit de les utiliser ou pas, mais s'il les utilise, ça augmente ses taux de conversion. Et Arnaud l'a très bien dit avec son challenge Salesforce. Et puis après, côté message LinkedIn et email, là c'est envoi auto, rédaction AI et envoi auto. Ça c'est côté grosse, c'est notre game la copie, c'est notre game la data. C'est à nous d'aller chercher les bons signaux, de choisir lesquels sont les plus importants dans la Context API pour rédiger les meilleurs messages. Aucune action sales est requise. Ça ne veut pas dire qu'on enlève toute la charge cognitive du sales, ça veut dire qu'on la réduit. On va lui demander d'être bon là où il peut faire la différence, là où on entend sa voix en call, là où il va pouvoir ajouter un peu un mojo. Enzo va en parler, mais le call, c'est une passion. Tu ne peux pas inventer des choses. Nous, on va juste l'aider à être meilleur et augmenter ses taux de conversion avec la data qu'on récupère côté grosse. Voilà. Et puis pour terminer, je vous ai mis un peu des timings d'activation. Ça, c'est des learnings. On traque plus d'une vingtaine de signaux chez Tomorrow. Je vous ai mis une petite liste de 6. Je vais vous dire quel objet ça concerne. Est-ce que c'est le contact ou son entreprise ? Quel est l'objectif de ce signal pour nous ?
Et ça, c'est un learning que je vais vous partager. Et après, les timings, c'est aussi des learnings. On s'est rendu compte de plein de choses en activant ces signaux. Donc première chose, les nouvelles recrues. Donc c'est les new hires ou nouvelles recrues, quelqu'un qui vient rejoindre sa boîte. Avant, chez Tomorrow, on les récupérait au bout d'un mois et on les envoyait aux sales. Sauf qu'au bout d'un mois, la personne, elle n'a pas terminé son onboarding. Elle est encore en train de découvrir les outils, les process. Pour les juristes, découvrir des typologies de contrats, elle est encore sur le feu. Et du coup, un mois, c'est beaucoup trop tôt. Donc mon learning, c'est qu'effectivement, une nouvelle recrue, il faut l'activer. Il vaut mieux attendre 2 ou 3 mois. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait eu plus le temps de faire l'état des lieux des contrats, l'état des lieux des outils, l'état des lieux de son équipe, etc. etc. Deuxième signal, un ancien champion, donc une personne qui était cliente de Tomorrow et qui va rejoindre une nouvelle entreprise. Donc ça, c'est sur l'objet contact. Chez Tomorrow, on choisit de l'activer et on choisit de l'activer au bout d'un mois. Avant, on l'activait au bout d'1 semaine ou 2 semaines. Bon, c'est un peu pareil. Un client qui est satisfait, c'est super cool. Il est ravi de recevoir notre petit WhatsApp ou notre petit appel. Le problème, c'est qu'au bout de 2 semaines, il nous dit « Calmos, je viens d'arriver. C'est comme si j'étais une nouvelle recrue. Je vais parler de Tomorrow un jour ou l'autre, mais attends un peu. » Donc, on est passé de 2 semaines à 1 mois. Ensuite, on a les lookalike clients. Quand on signe un nouveau client chez Tomorrow, on va essayer de mapper quelles sont les autres boîtes en France ou en Allemagne qui vont ressembler le plus à ce nouveau client. Donc ça, c'est sur l'objet entreprise. On va décider de l'activer chez Tomorrow. Sous 14 jours, on va pousser aux sales en round robin les entreprises et les directions juridiques de ces entreprises-là en lui disant « Utilise cette information qu'on vient de signer telle entreprise et que cette entreprise-là, l'entreprise de ton prospect, ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce nouveau client, qu'il a potentiellement les mêmes volumétries de contrat, typologie de contrat, outils, etc. » Ensuite, les offres d'emploi. On a longtemps envoyé aux sales chez Tomorrow des directeurs, directrices juridiques juste parce que l'entreprise ouvrait un poste de juriste à Courbevoie. Le problème, c'est que pour le sales, c'est très compliqué d'activer ce signal et qu'on va plutôt utiliser chez Tomorrow ce signal pour enrichir le contexte et le citer plus tard dans un message LinkedIn ou dans un email. Très compliqué d'appeler quelqu'un et de dire « Bon, j'ai vu que vous recrutiez des juristes et que c'est très dur de rebondir, ça ne veut pas dire grand-chose. » Par contre, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va scanner toute la job description de ces offres d'emploi pour essayer de voir s'il n'y a pas un concurrent qui est cité, s'il n'y a pas des pains qui sont cités, s'il n'y a pas des volumétries de contrats, des typologies de contrats qui sont citées, etc. On va vraiment extraire toutes les informations des offres d'emploi pour enrichir notre contexte et les réutiliser plus tard. Enfin, les stacks d'outils. On récupère donc la plupart du temps soit dans des calls, dans des meetings, soit dans des offres d'emploi, soit via des providers externes, les stacks d'outils de certains de nos prospects. Par exemple des CRM, parce qu'on est intégré à des CRM, ça nous intéresse qu'une boîte dise qu'elle est Salesforce ou HubSpot, ou à des outils de signature électronique, ça nous intéresse de savoir qu'une boîte elle a DocuSign ou YouSign. Cette info-là, elle est très dure. Un sales ne peut pas appeler en disant « je sais que vous avez YouSign, il faut un outil de gestion de contrat comme Tomorrow ». Non, mais par contre, on va utiliser cette information pour enrichir notre contexte et on recitera cette information plus tard dans le cycle de prospection. Voilà, et je ne sais pas si j'en ai mis un dernier, désolé. Et la promotion, pareil, quelqu'un qui passe de Legal Counsel à Senior Legal Counsel, c'est génial, mais ça fait un peu bateau de l'appeler en lui disant « félicitations pour votre promotion ». On va plutôt utiliser cette information en contexte et dire plus tard dans un email ou dans un LinkedIn « Bon, j'ai vu que vous évoluez pas mal chez Picard et que vous avez Legiswell, le contrat se termine bientôt. Ça serait intéressant qu'on parle vu que vous prenez des responsabilités. » Voilà, j'ai terminé. Désolé, c'était un peu fast, mais voilà l'ampleur des travaux chez Tomorrow côté signaux. Salut tout le monde. Ça va ? Vous suivez encore ? Ok, cool. Moi, je suis un peu le vilain petit canard là, dans l'histoire. Je ne suis pas Growth, je ne suis pas RevOps. Qui est la main levée est RevOps ? Qui est Growth ? Qui est Sales ? Les autres, vous branlez quoi ? C'est quoi cette histoire ? Qui fait que de l'inbound aussi ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'inbound, outbound, comme ça me permet un peu aussi de savoir. Qui est full inbound encore aujourd'hui sur sa boîte ? Qui est inbound, outbound? Qui est full outbound? Qui s'en bound de ce que j'ai dit? Hein, c'est bon? Ok, trop bien. Ok, ça me donne un peu des indicatifs. Bon, l'idée, c'est qu'après, on passe vite sur les questions. Moi, je viens un petit peu avec une approche sales terrain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vente principalement en B2B. J'accompagne des boîtes un peu dans tous les types de secteurs à optimiser du coup leur taux de conversion, mettre en place des strates de prospection. Je l'accompagne aussi sur tout le cycle de vente. Là, on fait un focus
call. J'ai pas grand-chose à rajouter de ce qu'ont dit les deux comparses qui étaient absolument très qualitatifs. Je voulais juste apporter quelques petites nuances aussi parce que comme je vous le mets là, du coup, le signal c'est 20%. Après, c'est vos sales qui vont faire aussi la diff et ce qu'ils disent du coup ce qu'ils en font, ça va vraiment être pour le coup 80% de la conversion derrière. Il y avait quelques petits chiffres que je voulais vous mettre intéressants. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde cherche à avoir des signaux. Du coup, tout le monde court vers ça. On voit que là, un chiffre qui est hyper intéressant, c'est le x4 sur la notion de réactivité. Donc, n'hésitez pas à fouetter vos sales pour qu'ils mettent en place et qu'ils utilisent la data que vous allez leur chercher. Mais la réactivité, ça prime dans certains cas. Hormis là, le contre-exemple que vient de nous citer Briac juste avant sur quelqu'un qui vient de prendre un poste, lui sautez pas à la gorge immédiatement, bien évidemment. Mais on voit forcément que quand on est à froid, vous voyez du coup le résultat, c'est implacable, hein, c'est x20, c'est x5, dépendamment de si on n'a aucune data. Donc c'est primordial. On peut passer du coup à la suite. L'idée c'était de remettre un peu de contexte. Là, je trouvais ça un petit peu drôle parce que je le vois, hein, ça tous les jours. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du sales encore une fois avant, mais il y a certains signaux, vous avez beau du coup leur donner à vos sales, il y a toujours un petit peu des phrases un peu bateau. Donc j'aime beaucoup ce que tu dis, Briac, sur si vous avez l'opportunité en interne de gérer toute la partie copywriting IA et de faire du coup ce que tu fais sur la partie mail et LinkedIn, c'est top. Je vous ai mis du coup quelques petits exemples des signaux qui ne ressemblent pas du coup à grand chose quand on n'a pas du coup de technique de vente. Quelqu'un qui arrive et qu'on dit juste bravo pour votre nomination, moi je fais ça et moi je vais vous parler de moi et moi je et moi je et moi je. Ce qu'on voit du coup beaucoup, que ce soit par écrit ou que ce soit du coup au téléphone. Donc je vous ai mis du coup quelques petits contre-exemples. L'idée de tout ça c'est d'agrémenter aussi vos sales et que eux du coup viennent parler réellement des problématiques concrètes, terrain, qui parlent vrai, qui parlent pain, qui ne restent pas juste en surface. Ce qu'on voit du coup beaucoup, un signal qui n'est pas exploité, où on ne parle pas du coup de problématiques, de concret, de ce que ça veut dire du coup de faire une levée de fonds, de juste dire bravo pour votre levée, ça ne sert à rien. Donc bien penser encore une fois que le fond du message prime encore davantage que juste sur le signal en lui-même et d'essayer du coup de challenger ce que vous faites du coup bien par écrit avec des questions pour le coup sur où ils en sont du coup de là-dessus et si c'est un bon timing. Donc le timing prime aussi sur tous ces signaux. Je passe vite parce que l'idée c'est pas de faire de la redite et je pense qu'on va plutôt aller vite sur les questions. Tu peux passer sur la prochaine slide. Petite méthode du coup pour donner un petit peu de contexte et illustrer. Méthode qui ne veut rien dire malheureusement, à une lettre près on pouvait avoir quelque chose d'intéressant, mais là la méthode FIPC. L'idée pareil c'est de remettre un petit peu, ceux qui ont la ref sont forts. Remettre un petit peu du coup de contexte là-dessus, bien sûr. Hein, j'ai vu que vous avez rejoint du coup Stripe, c'est une variante on va dire sur ce qu'a proposé Briag, qui était quand même très très bien du coup avant. Lecture du métier, c'est ce que je vous dis, donc c'est pour parler vrai, parler contexte, parler leur de leur terrain, encore une fois, des pains qu'ils rencontrent. Montrez-leur que vous avez conscience de ce que ça engendre, une prise de poste, un champion qui change, n'importe quoi. Et donc parlez-leur encore une fois de leur pain. Et je pense qu'on va passer vite, encore une fois là-dessus. L'idée c'est pas de vous mettre trop d'infos. Règle des 3 secondes sur l'édition, un mail, ça se lit très très vite. L'idée c'est, moi j'aime bien mettre le signal dans l'objet, ce que je vous dis là, mettre le petit objet de mail, je reprends ce qu'avait fait du coup Briag justement. L'objet du coup de ton mail c'était comment, merde pardon du coup je fais là, contrat du coup légisouet, de recrutement de juriste, le nom de la boîte. Évitez du coup tous les trucs superflus, de suppositions, j'espère que vous allez bien, le petit blabla. Plus le message est court, plus le message ressemble à ce qu'on recevrait de quelqu'un en interne, plus il est lu, plus il y a de chances du coup qu'il y ait d'engagement aussi derrière. Donc vraiment un truc de 4 lignes, lecture en 3 secondes en balayant de haut en bas, ça doit suffire. On met un petit peu de preuve sociale, tous les signaux qu'on a pu avoir avant, que ce soit du coup stack ou autre, ce qui vient du coup agrémenter le message, mais plus c'est court, plus il y a de preuves sociales, plus il y a de concret, plus ça donne envie potentiellement derrière. Et donc voilà, j'ai mis un petit prompt en dessous, mais ça je pense que vous êtes bien plus solide sur ce sujet vu vos posts en interne. Mais voilà un petit peu le contexte. Et je voulais donner un petit truc bonus, parce que là on parle de copywriting. La petite slide du coup qui suit, j'ai vu d'ailleurs que tu avais mis sur votre contexte API, vous avez une possibilité de faire des vocaux aussi, c'est ça? Ouais, trop bien. Je voulais du coup un petit peu vous sensibiliser là-dessus, parce qu'on parle beaucoup du coup d'écrit. Moi, je vois un truc qui marche extrêmement bien dans les boîtes. On peut faire x2, x3, même x4 sur les taux de conversion avec les notes vocales qui marchent super bien, à la fois du coup sur LinkedIn ou sur du WhatsApp ou même sur du texto. Pas hésiter du coup à varier les canaux, notamment du coup celui-là. Et je parle même pas du coup de la vidéo ou ceux qui arrivent à passer ce cap-là. Donc ça, vous l'avez peut-être pas encore proposé du coup dedans.
Mais la next step pour un petit peu changer de ce qui se fait sur LinkedIn ou autre, vos sales du coup fassent des vidéos de 20-30 secondes, pareil pour les notes vocales. Ce qu'on veut, c'est pas des podcasts qui durent 3 plombes, c'est l'essentiel du message, ce qu'on aurait pu du coup utiliser avec les différents signaux, mais c'est de se mettre en action, c'est d'éviter justement de montrer que on fait comme tout le monde, on est une énième IA où on utilise trop d'IA, ça vient humaniser la prospection, et ça c'est des choses en fonction de vos différents postes, n'hésitez pas à le tester. Il y a des boîtes avec qui je le fais où en plus c'est hyper propice parce que soit ils vendent du sponsoring sportif, soit ils vendent à des commerces de proximité, et de se mettre en situation d'envoyer une photo devant une boulangerie pour avoir coaché Too Good To Go, où du coup ils font une photo devant, ils leur envoient une note vocale, ou ils prennent carrément une vidéo devant la boulangerie parce que le gérant n'était pas là sur place. Je vous assure que c'est 80% de taux de réponse du coup derrière. Là je prends un truc très pratico-pratique et très terrain, mais ça marche aussi quand on est juste dans nos bureaux, avoir quelque chose de très authentique, sans montage, sans rien, même si parfois vous faites des fautes de syntaxe, de n'importe quoi, on s'en fout. Vraiment, testez ça, essayez de mettre ça en place en interne, essayez de le pousser auprès de vos différentes équipes, je vous jure que ça marche de ouf. Je pense qu'on va aller directement aux questions. Je propose qu'on fasse un truc aussi pour les questions, parce qu'on va vous faire passer, je pense, le truc pour que tout le monde entende. Dites bien votre prénom avant et votre fruit préféré avant de poser une question. Vous allez comprendre à la fin. Marin et pomme. Bien, Marin. J'avais une question, je ne sais plus qui avait dit ça, mais de vous déconseiller de passer sur des signaux externes. Parce qu'apparemment c'était casse-gueule et vous avez construit des usines à gaz. Je voulais revenir sur ça, c'est un sujet qui est évidemment hyper intéressant parce que quand on cherche de content, on a une source de données qui est infinie sur le web. Et plutôt que de refaire moi-même cette erreur, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui vous a amené justement à tirer cette conclusion. Oui, en fait c'est simple, c'est que ça c'est un milieu qui évolue beaucoup. Tous les 6 mois, il y a un nouveau signal qui va être le signal à suivre parce qu'on a compris que c'était la chose à suivre. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu le construis toi-même, tu vas devoir avoir quelqu'un en interne qui va faire que ça. Entre la gestion et l'implémentation, il va faire que ça. Et par exemple, tu vois, si on prend le signal des engagements LinkedIn, nous on a énormément, vu qu'on poste énormément de choses, on a énormément de réactions, de commentaires, etc. Et ça, le taux de qualification sur des engagements LinkedIn, donc c'est-à-dire entre tous les commentaires, toutes les réactions, et uniquement celles qui sont intéressantes, celles qui sont liées à notre persona, c'est 3%. Donc ça veut dire que ce qui compte, c'est de bien cibler. Si tu cibles mal, tes signaux, tu en auras peut-être plein, mais ils ne serviront pas ou ils ne seront pas utiles pour les sales. Donc en fait, tout ça, c'est quand même de l'intelligence, il faut le faire, il faut le rôder. Et personnellement, moi, j'ai pas voulu me mettre là-dedans. Voilà. Donc Ali, Manque. Du coup, j'ai une question par rapport à Context API. J'ai un peu une mémoire de merde, donc peut-être ce sera du redit. Mais du coup, vous dites que vous faites complètement confiance à Context API pour envoyer des mails. Et du coup, je voulais vous demander, vous êtes basé sur quoi un peu pour avoir un taux de confiance assez élevé? Et juste, est-ce que là, je voudrais bien à quoi ça ressemble. Je peux te montrer sur un ordinateur après concrètement, mais pour expliquer à tout le monde, la Context API, c'est chez Tomorrow, c'est un outil interne, ou une API interne. Elle fait le pont entre notre database qui vient stocker tous les signaux au niveau d'un contact ou de son entreprise et une activation, qu'elle soit sur n'importe quel canal, call, email ou LinkedIn. Pourquoi on est super confiant d'utiliser le résultat de cette Context API pour générer des emails ou quoi que ce soit? Parce qu'en amont, on a fait tout ce travail de compiler toutes les informations au niveau du contact et de sa boîte, les cleaner, les dater, pour que dans la Context API, elle soit bien stockée correctement et qu'en sortie, quand tu mets un prompt par-dessus qui dit « Prends le résultat de la Context API et rédige-moi un mail en priorisant telle ou telle info », généralement, c'est très quali. La deuxième chose qu'on fait par contre, c'est que donc on a ces agents qui vont rédiger les emails. On utilise des LLM as a judge pour repasser sur les emails générés ou les messages LinkedIn générés et vérifier qu'il n'y a pas des dingueries qui sont dites, qu'il n'y a pas des signaux ou du contexte qui est complètement tiré par les cheveux.
qu'il n'y a pas des insultes, bref, une espèce de guardrails un peu pour éviter d'envoyer des folies par email ou sur LinkedIn. Donc première étape, être confiant avec la data, ça on fait en sorte que non-stop, tous les signaux qu'on stocke soient bien rangés au bon endroit, bien cleanés, datés et scorés. Et puis après en sortie, on vérifie quand même tout ce qu'on envoie avec un autre prompt qui vérifie ce qui a été généré avant l'envoi. Eva et Kiwi. J'ai une question pour Tomorrow. C'est quoi votre taux de conversion aujourd'hui sur vos messages LinkedIn et email? Et est-ce que tu dirais que c'est complémentaire au cold call ou que c'est vraiment un canal de prise de rendez-vous différent, enfin complémentaire Comme je disais, très bonne question. Comme je disais, Tomorrow, ADN Call Call, pendant quasiment 1 an et demi, 98% des meetings qu'on a bookés chez Tomorrow, c'était en call call. Et je suis le plus ravi de ça parce que mettre des sales au call call, c'est beaucoup plus compliqué de leur dire d'arrêter. Donc actuellement, LinkedIn et email, c'est complémentaire. Ça va plutôt être sur toutes les typologies de contacts qui ne répondent pas au téléphone, qui ne répondent jamais au téléphone, même quand les sales les appellent, ou tous les contacts qui ne vont pas avoir de numéro de téléphone, même si Full & Rich est très fort, on n'arrive pas à trouver le numéro de téléphone de tout le monde. Et chez Tomorrow, on est assez luxe là-dessus, on appelle quasiment que des 06. Donc un sales, on lui envoie rarement des 01. Donc l'idée d'avoir du multicanal, du LinkedIn et de l'email, ça va plutôt d'essayer d'aller chercher des meetings à l'écrit plutôt qu'à l'oral. En termes d'impact sur les taux de conversion, ça va vraiment être le complémentaire. C'est-à-dire qu'on a des très bons taux de conversion côté call-call, parce qu'on fait des call openers, parce que nos sales, on les train, parce qu'ils sont forts en pitch et qu'on a de l'enablement derrière. Mais LinkedIn et email, on compte surtout là-dessus pour booster et augmenter ce taux de conversion et pas essayer d'ouvrir des nouveaux canaux d'acquisition. Ça ne nous empêchera pas, par contre, d'ouvrir des pays potentiellement avec ce type de séquence-là, sans task de call pour les sales entre chaque étape. Ma question c'était de savoir comment on est sur le bon signal. Parce qu'il y a plein de signaux différents et il y en a qui sont généralistes, il y en a qui sont un peu plus spécialistes. Donc, comment on peut choisir le signal qui va avoir le plus d'impact? Donc ça c'est la première question. Et ensuite, comment se dire que le signal, au final sur lequel on est en train de bosser, n'a pas forcément de réel intérêt? À quel moment on se dit que ça a plus d'intérêt et donc on bifurque sur un autre? C'était mes deux questions. Je peux faire une première partie de la réponse. Les signaux, c'est très trendy. Et s'il y a des top boîtes qui les utilisent, il faut les utiliser. Ça, là-dessus, je ne suis pas trop... évidemment que je mets une petite part d'analyse, mais s'il y a des top boîtes qui utilisent certains signaux, il faut faire la même chose. C'est pas plus compliqué que ça. Là où par contre je challenge, c'est qu'il faut créer aussi des signaux propres à sa boîte et au business de sa boîte. Chez Tomorrow, ce qui nous intéresse, c'est les pains des juristes au quotidien, c'est des volumétries de contrats énormes à gérer, des typologies de contrats qui changent tout le temps et des difficultés de suivi de contrat parce que s'ils ratent une échéance, il y a le CFO qui va leur taper sur les doigts. Du coup, nous, on va plutôt inverser le truc et essayer de trouver ces informations ailleurs. Donc c'est des espèces de signaux custom. Mais si dans les offres d'emploi que l'entreprise publie, on arrive à trouver dans la description qu'il y a 3000 contrats commerciaux par an gérés par 1 ou 2 juristes, pour nous, c'est un signal. Du coup, pour répondre plus rapidement, il y a des signaux qu'il faut tester dans tous les cas. Comment savoir s'ils fonctionnent? Moi, j'ai rien de mieux que passer du temps avec ces sales pour leur demander si en call-call, ils arrivent à s'en sortir et qu'ils ne se font pas tabasser parce que c'est inutile ou parce qu'ils n'arrivent pas à rebondir après l'utilisation d'un signal. Et par contre, pour les autres, ce que je conseille, c'est essayer de se creuser la tête pour voir, c'est quoi, quand les gens achètent notre produit, ils avaient besoin de quoi à la base? C'était quoi leur pain? Qu'est-ce qui les a fait venir? Même demander aux sales sur des leads inbound, qu'est-ce qui a fait que vous avez rempli ce formulaire? Généralement, on apprend des infos, et ces datas-là, nous, côté grosse, on essaie de les transformer en signaux. Comment on peut les récupérer? Via quelle source? Est-ce que c'est l'IA qui va nous aider? Etc. etc. Et du coup, après, on va essayer d'utiliser ça et de les pousser côté sales. Et juste pour rajouter une chose, nous ce qu'on a fait, c'est on avait un pôle d'intent et dans la team de sales qu'on avait, on en avait un qui était anciennement BDR et du coup, son but c'était de chasser, donc il avait encore cet esprit-là et donc on lui a donné tous ces signaux, on lui dit vas-y joue avec pendant quelques semaines et après ça, on a regardé quels étaient lui les signaux qu'il utilisait et concrètement avec lesquels il avait pu closer des deals. Donc c'était aussi simple que ça, et donc on a uniquement gardé ceux qui étaient les plus performants. Et encore une fois, c'est de l'itération, donc tous les mois, on leur demande est-ce que vous n'avez pas des nouveaux signaux, est-ce que vous n'avez pas des nouvelles idées, etc.
Moi, je pense, si je peux ajouter un truc sur le sujet. Ananas. Il y a tous les signaux classiques qui ont été cités jusque-là. Je m'imagine qu'il y en a plein d'autres qui sont dans le top 100 des signaux. Il y en a beaucoup aussi que tu peux capter justement avec des conversations avec tes scènes en disant mais pourquoi les gens prennent le coup de téléphone? Pourquoi ils viennent nous voir? Pourquoi ça les intéresse d'acheter notre outil? Et c'est là que tu peux commencer à créer, tu vas faire preuve d'un peu de créativité pour te dire tiens, c'est quoi la source que les autres n'ont pas travaillé en fait? Et je te donne un exemple il y a une boîte, Spolarich, on est un tiers ici, un tiers au UK, un tiers aux US, et moi je suis à San Francisco, donc on est très impliqués dans la sphère là-bas. Il y avait une boîte française qui faisait une solution d'automatisation des tickets de support. Et en particulier, leurs clients, c'était les clients qui faisaient de la distrib, donc de distribution physique. Et ils avaient remarqué qu'il y avait un moment où ces boîtes avaient un gros problème pour gérer le flux des questions de support, c'est au moment où il y avait une intempérie. Parce que ça veut dire, l'intempérie 15 jours avant Noël, c'est garanti que tu n'as pas ton petit poney, quoi. Et donc, eux s'étaient dit, en fait, il y a peut-être un truc marrant à faire. Aux États-Unis, les données de tout ce qui concerne la météo, comme en France d'ailleurs, c'est des données publiques. Et donc, il y a une API, paraît-il, épouvantable, mais elle existe quand même. Et donc, ce qu'eux ont fait, c'est qu'ils avaient découpé le territoire en toutes petites agglomérations et qu'ils croisaient ça avec les infos de météo et disaient « Ah, Francis, il y a une tempête qui arrive dans 4 jours chez toi. Est-ce que tu es prêt à absorber le flux qui va en découler ?» Et en fait, ils se rendaient compte qu'ils avaient un taux de pick-up ou un taux de conversion qui était hyper haut parce que la plupart du temps, la première réponse était oh, « Merci de me dire, je n'avais même pas remarqué. Et vous faites quoi d'ailleurs ?» Et en fait, ça avait déjà engagé la conversation. Et donc, c'était les premiers à avoir trouvé ces signaux-là, premiers à avoir s'être rendu compte que la donnée était disponible, et les premiers à avoir fait en sorte de l'exploiter. Et ensuite, les autres ont suivi, et donc le signal avait moins de côté différenciant. Donc, ils se sont posé la question, c'est quoi le prochain truc comme ça? Et à chaque fois, la méthode qu'ils utilisaient, c'était retourner vers les sales, se dire, mais est-ce que vous n'avez pas capté un truc? Et il y avait un gros travail d'exploration, de se dire, comment je peux récolter ces données et comment je peux la formater de telle sorte à ce que ça rentre dans les mécanismes que Simon et Briag ont décrits. Donc Yacine, moi c'est la pastèque. Merci pour vos présentations. Je suis très d'accord sur le point sur le fait qu'il faut stocker les signaux. J'ai une question, c'est plus sur l'accessibilité des signaux pour vos sales, parce que de ce que j'ai compris, en tout cas pour l'instant, en fait, c'est des signaux qui sont envoyés par Slack à l'instant T et ça a une grande valeur. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une solution, est-ce que vous avez réfléchi à rendre ces signaux disponibles, historiques? Parce que je pense que ça apporte une valeur ajoutée aussi, par exemple au niveau de la vie du contact, d'avoir une liste de ces signaux, de se dire ce mec, il y a 2 ans, il était dans telle boîte, un signal qui est stocké, que vous auriez pu stocker, il a parlé à telle personne à laquelle je parle. En fait, ça crée un pool d'insight qui est, je pense, encore plus exploitable pour le sales. Donc, je veux savoir s'il y a une solution, est-ce que vous y pensez et comment? Yes, c'est un super point. On est passé par énormément d'étapes chez Tomorrow. On a décidé, après 2 ans d'itération, de casser toute la partie activation via des tasks ou des notifs Slack. Je ne dis pas que ça ne marche pas. On a fait ce choix-là parce que courir après des coches sur un message Slack lié à un signal ou s'assurer qu'une task elle est cochée en temps et en heure côté sales, c'est trop compliqué et ça nous assure en rien qu'il a utilisé le signal dans sa prospection. D'où l'intérêt d'utiliser et de compiler ces signaux en amont et de pousser qu'aux endroits où c'est le plus important aux sales dans sa prospection le signal. C'est ce que je vous ai montré avec les call openers. Le sales, il a 0 task qui lui liste le signal qu'il doit utiliser. On lui affiche dans l'outil qu'il va utiliser au quotidien l'information que nous, on a précompilée pour lui. Pareil pour les emails et les messages LinkedIn. On a longtemps eu des séquences avec des variables. J'ai vu que vous aviez, et là on mettait soit levée de fonds, soit blablabla, etc. Pour le sales, c'était ingérable. Créer ces séquences, c'est compliqué, c'est dur à maintenir. Ça crée de la disparité entre les sales parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau de création de séquences ou d'utilisation de signaux, pas tous les mêmes niveaux de copie. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire ça à leur place. Par contre, l'accessibilité des signaux, ça c'est un enjeu. Ça veut dire qu'au niveau de tous les contacts dans HubSpot, on a un contact summary généré par IA qui est pin en haut du contact
et qui dit ok, bah, l'historique des signaux sur ce contact-là, c'est ça. Et l'historique des signaux sur sa compagnie, c'est ça aussi. Tu peux l'utiliser ou au moins tu le sais si tu te retrouves sur la page de ce contact-là. En parallèle de HubSpot, qui est notre CRM, on a monté un chat que Théo a construit. C'est on top de notre CRM, où le sales va pouvoir taper en langage texte « Donne-moi les contacts qui ont rejoint une entreprise sur les 6 derniers mois, dans une entreprise entre 500 et 2000 employés, dans telle industrie, et qui potentiellement ont déjà cité tel ou tel pain. » Ça, l'idée, c'est d'aller donner aux sales la possibilité de se retrouver des listes via des signaux, de se retrouver des contacts dans le CRM, alors, sachant qu'on a plus de 150 000 contacts dans HubSpot, trop compliqué d'aller scroller ou de retrouver l'info qui est structurée, mais pas assez pour un sales. Donc on a construit ce chat-là qui va permettre aux sales de consulter des contacts ou des listes de contacts liés à des signaux ou à des informations qui peuvent l'intéresser. Jouer la nectarine. Vous captez énormément de signaux depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez constaté une amélioration dans la timeline d'un deal? Est-ce qu'il va se closer plus vite? Est-ce qu'il y en aura plus qui vont se signer plus rapidement au niveau de ça? En fait, si ça a un impact sur les taux de conversion de MQL à SQL ou de contact prospect à meeting booké, ça a généralement un très bon impact sur le reste du funnel, à condition que ça soit le bon persona. Je te prends un exemple. On a un juriste qui vient de rejoindre une entreprise il y a 1 mois. On va l'appeler chez Tomorrow au bout de 2 mois et demi, 3 mois. On va potentiellement lui caler une démo ou lui faire un call de qualif, puis lui montrer l'outil. Le truc, c'est qu'il va nous dire très rapidement en fait, ma DJ, mon directeur ou ma directrice juridique, je n'en ai pas parlé, laisse tomber, j'ai trop peur, ça part en vrai projet, et c'est pas pour moi, mais ma veille, elle est faite et très content d'avoir vu Tomorrow. Donc, à condition que ce soit les bons personas liés aux signaux, oui, ça a un super impact sur les taux de conversion. Ce qui est très intéressant aussi, c'est pendant un deal en cours, on vient pousser les signaux aux AE. Exemple, notre sales cycle chez Tomorrow, c'est 2 mois sur le mid-market. En 2 mois, si on arrive à pousser l'info qu'une nouvelle recrue vient de rejoindre le département juridique ou qu'ils ont publié 2 ou 3 offres pour étoffer ce département ou n'importe quel autre signal, on va pousser l'info à l'AE, ce qui va lui faire un petit icebreaker pour son prochain meeting, ou ce qui va potentiellement élargir le scope sur des nombres de licences ou des choses comme ça. Et donc oui, je pense que c'est très compliqué à traquer, mais je pense que ça a effectivement un impact sur les taux de conversion, un impact positif sur les taux de conversion côté deal, côté closing. Nous, on a des cycles de vente assez courts, donc c'était pas trop le sujet, mais par contre, c'était plutôt d'avoir de nouvelles opportunités, des choses qui n'auraient pas du tout été identifiées, donc plutôt pour l'expansion. Là, c'est game changer parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas. Bonsoir, moi c'est Jules, le fruit, je veux dire la banane. Et moi, ma question, j'ai clairement l'impression d'être de la vieille école ce soir, parce que moi je suis du principe aujourd'hui que les commerciaux sont ceux qui vont chercher les signaux par eux-mêmes. Et donc j'ai aucune idée du coût d'un process à peu près comme celui chez Tomorrow, et notamment de à quelle granularité vous venez mesurer le ROI. Est-ce que c'est au signal ou est-ce que de manière un peu plus générale C'est vraiment au taux de conversion. Le plus important, c'est le taux de conversion. C'est quand un sales s'attribue ou on lui attribue pour je ne sais quelle raison sans contact. Quand avant il bookait 5 meetings, est-ce qu'il va en booker 10 on va aussi essayer de traquer l'utilisation de ces signaux-là. Côté copy, LinkedIn et email, on en est sûr puisque c'est nous qui les rédigeons et qui les envoyons. Côté call, on va avoir un sujet avec Théo d'aller comparer les transcripts au signal, voir s'il a été utilisé et potentiellement voir si c'est ça qui a permis de déclencher les meetings. Donc selon moi, le ROI, il est trop compliqué. Tu ne peux pas faire par signal ou par contact généré ou par truc enrichi, je ne sais pas trop quoi. C'est sur les taux de conversion en général. Pour moi, un signal, c'est un data point supplémentaire qui va servir la conversion, en l'occurrence la prospection, parce que c'est là où on a le plus d'impact côté gros chez Tomorrow. J'ai une autre question, je vais rebondir le fruit et Vakimi. Plutôt côté sales, du coup, là on parle beaucoup par exemple de chez Tomorrow, une directrice juridique, donc un seul persona, dans une grosse organisation où il y a plusieurs personas sur lesquels on va pouvoir alimenter notre discours de call parce qu'il y aura des pains qui vont être complètement différents. À quel point l'intent remplace peut-être Enzo, tu pourras me répondre, mais
les call calls où ça va pas forcément être des call calls de 1 minute 30 dans lequel on va toper le rendez-vous directement, mais ça va agrémenter un peu notre chasse et pouvoir arriver à la fin au bon interlocuteur et choper le rendez-vous, la disco, la démo, ce qu'on veut. Tu veux savoir à quel point, attends, redis-moi du coup la question, tu veux savoir à quel point en fait l'intent t'aide derrière dans ton call réellement? Sur des organisations qui sont plus grosses où tu vas avoir des pains qui vont être complètement différents entre tes personas. Ouais, bien sûr. Et où tu vas, ton logiciel, ce que tu vas vendre en tout cas, va répondre à tous ces personas-là. À quel point l'intent en fait, voilà, on parlait beaucoup de directrice juridique, donc je pense que le pain et l'intent c'est toujours à peu près la même chose. Là, moi par exemple, dans une organisation dans laquelle je vais devoir prendre des rendez-vous, je vais potentiellement avoir 6 interlocuteurs ou 10 interlocuteurs différents qui n'ont absolument pas les mêmes enjeux. Bah, tu n'utiliseras pas les mêmes signaux en réalité. Bah, un champion qui rentre ou un recrutement ou une levée de fonds, ça t'aide sur certains personas et pas forcément d'autres. T'en as qui sont très transverses, t'en as qui vont t'aider sur tout. Ce qu'a très dit justement Briag avant, c'est ça t'aide surtout aussi sur l'accroche en fait. Les signaux que tu vas avoir, c'est pour briser la glace d'entrée. La plupart en fait, des calls aujourd'hui qui chient dans la plupart des boîtes, c'est parce qu'en fait, les 10 premières secondes, elles sont foirées. Les gens soit s'excusent d'être là, s'excusent de déranger, posent des questions fermées immédiatement, demandent des rendez-vous sans avoir donné du coup de contexte, arrivent comme un cheveu sur la soupe, sont pas très sûrs d'eux. Là, quand tu arrives avec quelque chose de très concret comme les signaux que tu peux choper, bah, en fait, tout de suite, tu montres patte blanche, tu montres que tu as fait tes devoirs et tu sors dans le 2% des gens qui prospectent versus 98 qui tapent des trucs en masse, qui font pas trop d'efforts, qui utilisent pas forcément de signaux, même si parfois il n'y a pas besoin d'avoir des signaux pour avoir, même si on a vu que ça gonfle drastiquement les chiffres. Mais ça va surtout t'aider derrière sur tes accroches. Et dépendamment des signaux que tu as dans ton pitch, en fonction de ton persona. Si c'est dépendamment de ta stack technique que tu as réussi du coup à choper, ou tu vas avoir tel persona où ça va être utile, un autre où là potentiellement tu t'en fous parce que le DAF, lui sortir qu'il est sur tel techno, c'est pas dans les pains que tu veux du coup pousser. Donc à toi de t'adapter aussi là-dessus. Ouais, j'ai une autre question aussi. Depuis tout à l'heure, on parle de trouver des signaux en internalisant cette recherche de signaux, mais du coup, il y a des outils qui permettent de faire ça aussi. D'où ma question, est-ce que vous en connaissez et est-ce que vous les recommandez potentiellement ou est-ce qu'il y en a d'autres où il ne faut pas aller? Nous, chez Tomorrow, on utilise 3-4 outils, on va dire, dont 2 principalement. Le premier, c'est LaunchScale, qui va nous aider à traquer les nouvelles recrues, les champions, les offres d'emploi. Et le deuxième, c'est Cluster, qui va nous aider à savoir si quelqu'un peut nous introduire à ce prospect, si on connaît des personnes, si on arrive à mapper le cercle des personnes qui peuvent nous introduire à ce prospect. Voilà. On teste Sillage, on a testé Sillage récemment, là. Des signaux plutôt axés sur l'activité LinkedIn, là où ça fait la différence, en tout cas là où j'ai vu la différence avec Sillage, c'est les signaux sur les activités LinkedIn, des réactions à des posts, traquer des influenceurs ou des contacts en particulier que j'ai pas vu ailleurs. Tout le reste, on va de plus en plus internaliser chez Tomorrow parce qu'on a les ressources techniques, etc. Mais il y a des outils qui, sur étagère, font ça très bien. Chez Tomorrow, c'est les 3 qu'on utilise. Et nous, on utilise Sillage et Workflow.io. Donc Sillage, ça nous permet d'avoir tous les signaux de LinkedIn, les champions. Et Workflow.io, c'est plutôt une agence qui va nous permettre de faire la distribution et donc toutes les séquences, toutes les campagnes, c'est viable. Cluster, je vous recommande d'aller un petit peu le checker du coup, parce que ça fait pas longtemps que ça existe en réalité et c'est assez intéressant pour justement utiliser surtout la recommandation pour rentrer. En fait, vous leur mettez les personas que vous avez besoin du coup de choper. Ça va du coup ouvrir tout votre réseau LinkedIn ou ceux potentiellement des fondateurs ou n'importe qui. Ça va vous dire, bah tiens, dans telle boîte, lui il le connaît avec un taux de fiabilité en fonction des interactions qu'ils peuvent avoir en DM ou interactions LinkedIn ou autres. Pas juste des vieux likes sur des posts. Mais c'est intéressant. Vous pouvez choper des belles intros un peu faciles. On sait que la reco, c'est vraiment le Graal par-dessus tout, même devant n'importe quel signal qu'on est en train de citer ce soir, je te fais une passe D ou je t'introduis auprès de quelqu'un, c'est goal pour 80% du temps. En tout cas, un rendez-vous après derrière, ça veut dire que ça signe, mais beaucoup plus facile encore. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Hazard et j'ai... T'aimes la fraise? Ouais,
voudrais juste savoir, tu utilises quel outil pour créer les lookalikes? C'est automatique ou c'est manuel? Ah, c'est un bon point, je l'ai pas mentionné actuellement, j'utilise Ocean.io. Très forte aussi. On leur pousse des informations d'industrie, de taille d'entreprise, de pays, etc. et de spécialité de la boîte. Et il va nous sortir la liste des entreprises qui ressemblent le plus à cette entreprise qu'on a poussée. Et après, tu filtres la liste ou Ouais. tu utilises le résultat de Ocean.io directement? J'ai longtemps pas filtré la liste et ça marchait bien, en disant sors-moi en 10 maximum. Maintenant, je regarde un peu et on peut faire passer une couche d'AI par-dessus pour vérifier que les résultats sont vraiment pertinents. Ok, merci. Pas très roche en plus. Non. Ouais. Oui, c'est pas cher. Utilisez Ocean aussi. On fait une dernière question et après on finit. Bonsoir, moi c'est Naël, j'aime bien Vadim. J'ai une question pour toi, Briac. Tu as une stack du coup qui est composée de Supabase, tu commences à faire des chatbots autour du CRM. Je sais pas combien est-ce que vous êtes de sales, mais j'ai l'impression que vous avez des compétences tech du coup en interne. Est-ce que ça vaut pas le coup de commencer à refaire un CRM en fait? Vu que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire, j'ai un peu l'impression. C'est une bonne question, mais on le fera jamais. Pourquoi? Parce que y a que Théo qui est gros engineer chez Tomorrow. Et que mettre l'énergie et le temps de Théo sur reconstruire un CRM alors qu'on peut construire par-dessus pour aider les sales à être plus performants, on va plutôt prioriser la deuxième option. Notre objectif chez Tomorrow, c'est d'éviter un maximum que le sales sorte de HubSpot pour toutes ses actions. Le seul moment où il sort de HubSpot, c'est pour sa call session quotidienne avec Minari pour appeler 300 personnes en 1 heure et augmenter les taux de connected. Tout le reste est dans HubSpot. Ça veut dire que par exemple, un exemple très concret, on a développé une extension Chrome qui sert à rien. Le sales l'installe, ça nous permet simplement d'injecter dans HubSpot, en modifiant l'HTML qu'on voit quand on fait clic droit inspecter, des éléments dans le CRM qu'on n'aurait pas pu faire avec HubSpot ou avec des components HubSpot parce que c'est moche ou parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on veut. Donc c'est plutôt cette typologie et cette philosophie-là qu'on a chez Tomorrow. On va plutôt essayer de booster HubSpot ou de construire des outils par-dessus que le sales va pouvoir utiliser en espèce de mini-app, VS, reconstruire un CRM de toutes pièces avec des problématiques qu'on ne connaît pas encore mais qu'on rencontrera forcément si on le fait. Okay. Tu t'es lancé là-dedans, toi? Non, mais je pourrais un peu rebondir, mais j'ai peut-être tout de la fin. Okay. Je pense que ça va être la fin des questions. Mais je ne fais pas mon boulot de marketeur si vous filer un truc gratos. Je vous invite vraiment à regarder les 2 QR codes. La soirée de lancement de CH qui arrive bientôt, tous les détails sont sur la page de sign up. Allez-y, ça va être un truc complètement démoniaque. Arnaud s'y connaît quand il s'agit de faire un peu la teuf. Full and Rich, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à prendre les 500 crédits et jouer avec. On l'a vraiment créé pour les RevOps. C'est compatible avec à peu près tous les outils que vous utilisez, que ce soit Clay, Zapier, N8N. On a notre MCP, vous pouvez l'utiliser en cloud maintenant, c'est à peu près partout. Mais je vous invite vraiment à regarder la qualité de la donnée. Vous ne serez pas déçus. Et puis voilà, on peut officiellement ouvrir le bar et on espère pouvoir continuer la discussion avec vous.